Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, je m'adresse à Nathalie de Bourget, une professeure de musique qui donne des cours de chant à Limoilou. Dans cette chronique, Mme de Bourget va nous expliquer la façon de pratiquer sa voix, mais également comment être un bon chanteur ou une bonne chanteuse. À Fantastica, on a eu la chance de faire des chroniques où on a parlé de différents chanteurs à droite et à gauche, différents types de chanteurs, que ce soit le pop, que ce soit le soft rock, que ce soit le hard rock, mais on n'a jamais été au fond des choses. Et à un moment donné, Marie-Camille m'a dit, écoute, ça serait tellement intéressant de faire une entrevue avec ma professeure de chant, qui est nulle autre que Nathalie de Bourget, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du chant, mais avant de parler du chant, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Nathalie, puis qu'elle nous explique un petit peu comment qu'elle a été attirée par la musique et comment qu'elle a fini comme professeure de chant. Ben, première des choses, moi, je viens d'une famille de musiciens. Mon père et ma mère sont à la base des musiciens. Donc, mon père est guitariste chanteur, ma mère est pianiste chanteuse. Fait que j'ai grandi dans un environnement musical, ça c'est certain. Et de fil en aiguille, à un moment donné, ben, j'ai voulu aller à l'école en musique. Fait que j'ai fait mes études en musique. Et par la suite, à un moment donné, j'ai ouvert une maison de jeunes avec un père jésuite qui s'appelle Michel Boisvert, qui est la maison Dauphine. À ce moment-là, quand j'ai rentré travailler là, les jésuites se sont occupés de moi, ils m'ont fait étudier dans le spectacle, dans ce qui a trait à la, comment je pourrais dire ça, comme directrice artistique. Fait qu'il y avait pas dans ce temps-là, il y avait pas vraiment dans les années 90, au début des années 90, dans ce temps-là, il y avait pas d'études qui se faisaient vraiment dans ça. Fait qu'eux autres m'ont pris en main et m'ont fait suivre comme on va dire, des cours sur le tas, on va dire, on va appeler ça de même, et avoir un papier du gouvernement pour pouvoir justement être capable d'enseigner et pouvoir monter des spectacles et produire des spectacles et tout ça. OK, je fais ça comme acte large, là, pour justement, parce que je rentrais pas dans les détails parce que ça serait long. Mais pour la Maison Dauphine, à ce moment-là, je produisais des spectacles à tous les 2-3 mois. Et à travers ça, j'enseignais le chant, parce que moi, de toute façon, déjà à la base, c'était mon instrument premier, le chant. C'est sûr que j'ai étudié d'autres instruments, ça, mais disons qu'à la base, c'était le chant. Fait que j'ai pu enseigner à certains jeunes de la Maison Dauphine aussi le chant. Fait que ça commence, ça c'est la base, on va dire. Comment vous êtes rentré dans le milieu? Expérience de vie. Okay. Ouais, comment je suis rentrée dans le milieu? Ben, en fait, j'ai commencé des spectacles à l'âge de 11 ans.
Fait que, mais j'étais une personne extrêmement timide, extrêmement réservée. Fait que c'était très difficile pour moi parce que j'étais pas sociale vraiment. J'étais extrêmement hypersensible et très, très timide. Fait que je veux dire que c'est ma mère qui m'a poussée à pouvoir m'exprimer sur scène. Bon, suite à ça, je veux dire, j'ai eu des formations musicales, des bands, qu'on appelle des formations, des bands à plusieurs musiciens, des duos, des trios. Là, actuellement, je suis en duo. J'ai toujours fait du spectacle à travers ça aussi. Et un soir, je m'en vais jouer, m'en vais chanter avec mon band à Saint-Apollinaire dans un bar. Et là, on était en break. À un moment donné, j'ai ouvert le journal Le Soleil. Et je vois une annonce, une fille. Ça va faire 20 ans, là, en 2023. Je vois une fille qui demande un prof de chant. Là, je me dis, non, je pourrais peut-être l'appeler, tu sais. Fait que le lendemain, le dimanche, je lui téléphone. Et puis, ça a commencé comme ça. Ma première étudiante, c'était une étudiante, elle s'appelait Mireille. Elle s'appelle d'ailleurs encore Mireille, ça. Mais c'est avec elle que j'ai, c'est avec elle que j'ai donc commencé mes cours de chant. Et j'ai décidé d'appeler ça Trouve ta voix parce que pour moi, c'est comme deux sens. Là. C'est trouver sa voix intérieure, trouver sa voix aussi physique. Parce qu'à travers le chant, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est pas juste de chanter, c'est qu'à quelque part, c'est spirituel le chant. Puis à travers ça, on se trouve aussi comme être intérieur. Là. Je me suis rendu compte que plus que ça avançait dans mes cours, plus que je me rends compte à quel point, puis encore aujourd'hui, je me rends compte à quel point que ça fait évoluer un être humain, le chant. Et puis là, j'ai commencé, c'est ça avec elle. Et puis, ça a comme fait boule de neige parce que moi, j'ai quand même pas mal de contacts au niveau musical. Fait que il y avait beaucoup de chanteurs, de bands et tout ça, ça se passait le mot. Et puis, ça a pris à peu près 3 ans avant vraiment que je fasse mon nom dans le domaine du chant, je veux dire, au niveau de l'enseignement. Et puis là, maintenant, c'est ça, je continue, comme on dit, petit train va loin. Alors, je continue encore après toutes ces années à enseigner, puis je me tanne pas de ça, je trouve ça merveilleux encore, tu sais, puis je découvre encore, c'est ça qui est le fun, la découverte, on se rend compte que plus qu'on avance, plus que les modes aussi, que les influences musicales passent, plus qu'on continue toujours d'apprendre. Puis pour moi, c'est important de toujours rester à l'affût de ce qui se fait de nouveau aussi, afin de pouvoir l'enseigner. Parce que c'est, tu sais, on peut pas s'asseoir sur nos lauriers puis se dire, je suis prof de chant, c'est bien beau, c'est classique, jazz, rock, c'est tout, là. Il y a tellement de musique, d'influences différentes qui sortent que c'est important de toujours être à la moindre, à l'affût de tout ça, là, pour être capable de l'enseigner. Parce que les étudiants changent aussi, hein, je veux dire, à quelque part, les nouveaux, les jeunes et tout ça, tout le monde qui change, là. Ça prend vraiment, ça prend d'être assez éclairé sur le sujet. Et est-ce que le fait d'être professeur de chant, on doit également se tenir à jour avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui? Parce que veut pas, à l'époque, quand tu faisais, mettons, un album ou quelque chose du genre, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles sur la route. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui ne font que ça via Internet. Donc, ils vont faire ça à la maison avec leur logiciel, leurs propres instruments, et puis ils vont faire leur chanson puis la mettre sur l'Internet. Donc, pour un professeur de chant, il faut aussi qu'il se tienne à jour avec ces nouvelles technologies-là pour justement être capable de justement diriger les étudiants dans les bonnes directions. Oui, mais aujourd'hui, ce que je veux dire, ce qui n'a pas trop changé là-dessus, c'est sûr que bon, l'industrie du disque a beaucoup changé, puis tout ça avec l'Internet, tout ça, puis les places où ce que tu peux acheter des chansons, c'est comme 99 cents de chansons, les albums complets se vendent plus autant qu'avant. Par contre, ce qui est payant pour un musicien ou une musicienne ou un chanteur, chanteuse, peu importe, là, ce qui est plus payant, c'est les spectacles. Parce que les ventes d'albums, on peut compter beaucoup là-dessus maintenant. Fait que les spectacles, là, c'est encore quand même, c'est encore ça qui fait qu'un artiste
peut gagner sa vie. Par contre, c'est sûr que c'est plus autant payant que ça l'était dans les années 80 et 90. On s'entend, le marché a changé, puis même avec tout ce qui se passe, les bars, c'est tout ça, tu sais, il y a d'autres manières de procéder pour pouvoir faire des spectacles que ça soit quand même payant. Mais c'est plus comme avant, là, tu sais, je me souviens, moi, dans les années 80-90, ça arrivait, on appelait il y avait le gros circuit, puis il y avait le petit circuit. On appelait ça de même. Un gros circuit, ben, c'était des vannes qui arrivaient avec des gros camions, même au Dagobert, je me souviens dans le temps, ça arrivait avec des gros camions, une kit de lumière, puis c'était des 10 roues, là. C'était pas juste un petit camion, là, où ben, tu mettais ton spectacle dans un char, là. C'était des gros camions. Puis le petit circuit, ben, eux, c'était un petit peu plus petit. Mais à cette heure, ça marche plus de même. À cette heure, là, c'est plus comme ça. Là. Avant, là, tu pouvais te payer 2000$ pour une soirée, là, travailler au Dagobert. À cette heure, c'est payé 100$ par tête. C'est bien beau, c'est encore de même, là, tu sais. Donc, Mais c'est si on plus parle de difficile. spectacle, on parle vraiment hein? C'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Ben, moi, je mets les prix parce que quelque part, c'est important de voir la différence. Puis ça serait pas supposé d'être de même, en fait. Ça serait supposé d'être le contraire, mais avec tout ce qu'on vit dans le monde, c'est tellement difficile pour un artiste de pouvoir faire sa place. Fait qu'il faut vraiment être persévérant, là, puis avoir une passion assez intense. Je vais faire comment je pourrais dire, ok, j'ai oublié le terme, là. Euh, je vais faire une association. Je vais amener Oui, ça avec le marché des maisons. C'est-à-dire que OK. moins il y a de maisons, puis plus il y a de gens qui en veulent, plus les prix montent. Mais plus il y a de maisons, puis moins il y a d'acheteurs, plus le prix baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu sur le marché actuellement avec le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chanteurs, puis il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'emplacements pour aller chanter. Et donc, par le fait même, ce sont présentement les bars ou les commerces qui acceptent ces chanteurs-là qui ont le gros bout du bâton? Ben, à quelque part, c'est peut-être pas tout à fait comme ça. OK. Ça a commencé, je te dirais qu'à un moment donné, c'est fou à dire, mais il reste pareil que moi, l'évolution, je l'ai vu, là. Quand ils ont arrêté, tu sais, la tolérance zéro sur la route, ils ont aussi arrêté les gens de fumer dans les bars, ils ont enlevé les machines à poker, les gens n'ont pas de boire plus que quatre, c'est quatre en descendant, puis sinon c'est plus que ça. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que un propriétaire de bar n'a plus les moyens de payer nécessairement les musiciens. Je comprends. C'est tous des petits éléments de même. Fait que je te dirais que les musiciens, peu importe le chanteur, parce que moi je constate que les musiciens, c'est les chanteurs des musiciens aussi, c'est notre instrument. Là. Fait que ils gagnent pas dans ça. Fait que les musiciens en général, faut qu'ils se plient au marché, puis il faut qu'ils se plient un peu à ce qui se passe au niveau de l'industrie du spectacle. Puis là, je parle pas d'un musicien qui est nécessairement connu. Là. Je parle de quelqu'un qui fait de la tournée normale, ordinaire, qui est pas dans les paillettes puis dans les bling bling. Là. Je parle vraiment d'un musicien, de vrai musicien, là, qui à tous les jours il rush pour que ça aille bien dans sa vie d'artiste. Là. Tu sais, je parle pas de quelqu'un de connu. Même quelqu'un de connu, de toute façon, je veux dire, il y a un agent qui s'occupe de lui, il y a un booker qui s'occupe de lui, tu sais. Lui, il y a rien qui s'occupe de ses tunes, là. On parle des, moi, je vais dire des vrais musiciens c'est de la vraie vie, là. Parce que la vraie vie, là, c'est pas les paillettes, là, c'est pas des enfants comme la voix, puis les gagnants de la voix, puis tout ça, là. C'est pas ça, les vrais musiciens, là. Les vrais musiciens qui piochent, là, il y en a plein rues. Puis, je dirais quelque part, il y en a une gang qui se battent, là, pour que ça aille bien dans leur vie, là. Fait que, je parle de ceux-là, moi, là. On a. Ceux-là, quelque part, oui. Non, vas-y, Nathalie. Non, mais c'est parce que là, c'était une autre question, excuse-moi, tu vas pas couper sur le montage, j'en ai une. OK. Est-ce que je m'éparpille trop? Il n'y a pas de problème. On va revenir un peu en arrière, puis on parle de cette jeune fille qui était très timide, dont la mère a poussé un petit peu à sortir de sa timidité. La timidité, est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui? Elle est toujours un peu là.
Mais maintenant, je dirais que j'ai pris j'ai mes trucs pour pouvoir faire que je le mets de côté. Mais la personne timide est toujours là, pareil, un peu. Et ça, je suppose, parce que ça, c'est ça qui est traite. Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et à un moment donné, je me suis comme pris en main moi-même parce que ce que j'ai fait, je me suis lancé dans le théâtre. Et j'avais l'idée à l'époque d'être réalisateur, mais je me suis dit, pour savoir comment réaliser des comédiens, il faut que je devienne comédien moi-même pour comprendre comment ça marche. Alors, ce que j'ai fait, j'étais dans mon début de crise d'adolescence et j'ai décidé d'aller me foutre sur un stage et de me botter le derrière pour justement combattre cette timidité-là. Et donc, par le fait même, avec le temps, j'ai trouvé des trucs. Je suppose, parce que c'est ça la complexité de quelqu'un qui veut faire du chant, c'est pas juste de dire qu'on a une belle voix puis qu'on est capable de chanter une chanson. Faut, être capable de la vivre, cette chanson-là, et deuxièmement, il faut être capable de sortir les émotions en public. Et si on est extrêmement timide, est-ce que ça peut causer des problèmes? Et si oui, quels sont les trucs pour sortir de cette timidité-là? Les trucs que je te dirais que, c'est un travail sur soi, ça, c'est certain, hein. Puis, c'est surtout finir par plus être dans le regard des autres. Puis, veux pas, en plus, quand on chante, on est sur un stage, on est sur une scène, Dieu sait qu'on n'a pas le choix d'être dans le regard des autres, mais il faut vraiment être détaché de ça. D'être là, puis c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est spirituel. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que on est ancré dans ce qu'on fait. Puis en même temps, on donne aux gens. Moi, je sais bien que mon truc, ça a toujours été ça. Moi, je suis une fille de famille. Fait que moi, mon truc, c'est de dire aux gens que je suis accessible. Fait que je suis accessible, on est une famille, on est ensemble, on est en famille, puis on vit ça comme si on faisait un party de famille. Pour moi, c'est ça. Pour moi, là, cet aspect-là, il est bien important aussi avec les gens, que quand je fais des spectacles et tout ça, ou quand je parle à mes étudiants, je leur dis toujours, faut pas voir le monde comme si c'était une montagne. Il faut voir le monde comme si c'était une famille. Parce que les gens sont là parce qu'ils ont besoin de rêve. On est tellement dans une société qui est difficile à dealer à tous les jours que les gens qui vont voir un spectacle ou les gens qui veulent entendre chanter quelqu'un, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de se faire bercer par cette personne-là qui est en avant, puis qui, à quelque part, veut juste partager, c'est de partager son art, hein, de partager aussi ses émotions. Puis à travers ça, les gens se reconnaissent, tu sais. Fait que ils ont besoin de ressentir les gens, mais ils ont besoin en même temps d'être bercés puis de rêver. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important de garder le positif, là. Parce que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est stressé puis qui est nerveux en avant, il va le faire ressentir à son public. Fait que comme quelqu'un qui c'est bien beau être un bon musicien, une bonne musicienne, peu importe. Si t'es comme, qu'on va dire comme snob, les gens vont se sentir aussi. Tu sais, mais je pense que le public t'oblige à être vrai. Tu sais, sur scène, t'as pas le choix d'être vrai. Ouais, il faut que tu sois soi. Si tu l'es pas, oui, c'est ça. Mais si tu l'es pas, quand tu descends du stage, les gens les se rendent assez vite compte de comment t'es. Puis ça trahit pas, là. Tu sais, on est comme comment je pourrais dire, on marche sur un fil, hein. Tu sais, c'est ça, là, les personnes qui font de la scène, ils marchent sur un fil. Tu sais, fait que l'équilibre, il faut que tu trouves ton équilibre. Puis c'est ça qui fait qu'aussi qu'on devient fort en avant, puis qu'on n'a plus peur, puis qu'on passe par-dessus notre gêne, notre timidité, puis tout ça. Parce que c'est la même sensation, quelqu'un qui embarque sur un stage, qui n'a jamais embarqué sur un stage, là, il a l'impression qu'il marche sur un fil. Ou bien qu'il y a une falaise en face de lui, puis qu'il va tomber. C'est un genre de sensation de vertige. Si on a quelqu'un... Comme ça. Désolé. Oui? Si on a quelqu'un qui serait intéressé à devenir chanteur, ça serait quoi les premiers trucs
pour voir si il y a ce que ça prend pour être un chanteur? Bon, ben, c'est sûr que, bon, on y va dans ce qui est le plus technique, là, vocalement, ben, ça prend quand même du talent, tu sais, une base de talent, une base de justice vocale. Tu sais, de la justesse vocale, du timing, d'être sur les bons temps. Bon, je te parle de technique seulement, là, OK, pour commencer. Ben, ça prend aussi, de l'émotion qui passe bien. Euh, Ça prend d'être à l'aise avec soi, avec les autres. Fait que c'est un travail, là, hein. C'est pas juste de dire, tu sais, il y en a qui vont chanter puis qui sont très bons, puis tout de suite en partant, là, ils ont ça naturel, qui sont très bons. Mais il leur manque des fois le côté émotion. Puis il y en a d'autres qui sont moins bons parce qu'il leur manque la technique, puis ils ont le côté émotion bien fort, mais ça, c'est pas mieux non plus, tu sais. Fait que c'est un équilibre. Puis il y a des gens qui sont très bons, qui l'ont au bout au niveau émotion, mais que ça vient pas les chercher, les autres, de faire de la scène. Fait que, tu sais, on se retrouve dans fait que ça dépend, je pense que la passion au départ, puis la justesse vocale, la souplesse intérieure aussi. Je te dirais, c'est un ensemble de choses, hein. OK. Puis on peut pas juste dire on est passionné. C'est parce que si on est juste passionné, là, si t'as pas de base au moins d'avoir. Parce que des fois, t'es pas parfait là, au début. Les gens qui viennent me voir en cours, là, il y en a qui sont pas parfaits en tout, là. Puis la perfection n'est pas de ce monde, là, mais je veux dire, ils ont pas nécessairement un immense talent tout de suite en partant. Mais puis à un moment donné, après une couple d'années, là, mon Dieu, c'est comme si c'est le jour et la nuit. Tu sais, tout est une question de confiance aussi. Puis aussi de vécu. Et un peu de travail. Et un peu de travail parce que une voix, ça se travaille. Hein? C'est pas, on arrive avec une belle voix. Oui. Il y a des exercices et des choses comme ça. Oui, ben c'est sûr que je dirais, moi, c'est sûr que les exercices, je suis pas très pro-exercice. OK. Moi, les exercices, pour moi, ça sert de réchauffement, ça sert d'assouplissement, comme un peu quand tu t'entraînes. Il faut que tu quand même, tu t'exerces ta voix, tu stretches ta voix, tu étires ta voix. Tu sais, pour moi, les exercices vocaux, ça sert à ça. Mais en théorie, plus que tu chantes, puis plus que tu penses à tes techniques aussi, pour pas te blesser, et puis pour bien faire tes notes, ben plus que tu chantes, plus que tu deviens meilleur aussi, là. Tu sais, t'aurais beau avoir des exercices vocaux à faire sans plus ni fin, si tu fais juste ça, t'avanceras pas. Ça, c'est bien certain. Fait qu'il faut que ta voix parte un peu dans tous les sens, dans le sens qu'elle ait exploré tous les styles, même si c'est pas ton style de chanson, parce que ce style-là peut t'amener à être capable de faire ton style à un moment donné encore plus performant. Tu sais, fait que c'est d'être ouvert à la découverte aussi. D'ouvrir les horizons musicaux. Quelqu'un qui commence dans le chant, qui nous écoute présentement et qui dit moi, je pense que j'ai une bonne voix. J'aimerais ça, apprendre les techniques de chant, essayer d'améliorer ma façon de procéder. On peut parler en moyenne, parce que je sais que ça dépend toujours des individus, mais on peut parler en moyenne de combien de temps pour essayer d'atteindre une base là, pour être capable de commencer à faire du chant un peu plus professionnel? Bon, ça, si on parle d'une personne qui a un don naturel, OK, on va partir de ça, là. Donc, quelqu'un qui a un don naturel, qui a une bonne justesse tout de suite en partant, qui a un bon timing tout de suite en partant, ben, un bon 3-4 mois, là, à toutes les semaines, là, puis la personne, elle va avoir une grosse évolution. Ça, c'est pour une personne qui a un don naturel. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience, qui n'a jamais vraiment entendu, s'est jamais vraiment écouté vocalement, ça peut être des mois comme des années. Mais ça dépend toujours de comment la personne elle assimile les choses.
Parce que les gens qui assimilent très vite, puis il y en a d'autres que c'est très long à assimiler. Je vais avoir une question un peu plus technique parce que, moi, quand je m'en allais sur scène pour faire du théâtre, euh, on joue avec la personne avec qui on est sur le stage, on s'entend. Mais souvent, on va voir un chanteur avec son groupe en arrière, puis eux autres, quand ils sont sur le stage, dites-moi si je me trompe, mais ça prend des caisses de son en arrière pour qu'ils puissent s'entendre chanter et s'entendre jouer également. Est-ce que c'est effectivement vrai, ça? En général, on a des moniteurs en avant, OK. puis des caisses de son sur les côtés. À cette heure, il y a ce qu'on appelle les moniteurs qu'on peut avoir comme des petits écouteurs aux oreilles. Je vais dire ça de même pour que les gens comprennent. Mais ça dépend toujours de l'équipement qu'on a de base. Mais pour s'entendre bien, c'est sûr que c'est important d'avoir des moniteurs en avant. Ça peut arriver comme moi. Des fois, je fais de la musique, j'ai pas de moniteur en avant, j'ai juste des caisses à côté, mais je connais assez ma voix, puis je l'entends assez pour être capable de dealer avec. Mais en général, quand on fait quand même un gros spectacle, c'est important d'avoir des moniteurs. Parce que quand on parce que quand on est sur le stage, on s'entend pas, c'est ça? Ben, on perd la perception de notre voix, ça c'est certain. Okay. Mais il faut comprendre aussi que les caisses de son sont en avant, mais les gens perçoivent que 10% de définition vocale et des musiciens. Les gens là, qui reçoivent le son perçoivent que 10%. Okay. Fait que c'est bien important d'avoir la technique de scène aussi. Parce que comme disons, pour un chanteur ou une chanteuse, si la personne n'articule pas, là, c'est sûr que ça va être un gros zéro au niveau de définition vocale. Fait que c'est important d'avoir cette technique-là. Les gens pensent que tu arrives sur une scène, tu peux chanter comme quand tu chantes dans la vie de tous les jours. Là. Non, c'est pas du tout de la même manière. Faut vraiment plus articuler, faut faire travailler beaucoup plus. Parce que là, si je vais t'expliquer, là, parce que c'est plus facile à expliquer comme ça, là, ma manière de penser, un corps humain. OK? Le corps humain, au niveau du chant, le ventre, c'est l'amplificateur. OK? Mm-hmm. C'est là que l'air va. OK? La tête, c'est un résonateur. C'est considéré comme une caisse de son. Fait que les points de résonance au niveau du chant, c'est le crâne, les oreilles, les points de résonance, les oreilles, les yeux, le nez, le derrière de la tête, les mâchoires, tout ça. Si on n'a pas la technique, ce qui fait que justement, quand on pousse l'air par le ventre, l'air monte, là, en chantant, veut pas, on pousse l'air avec le ventre. On s'en rend pas compte, c'est ça que ça fait, là. Faut pas penser qu'il faut se mettre à pousser du ventre, là. Non, c'est simplement, ça se fait automatique, là. Ben, si t'es pas bien positionné au niveau de tes résonateurs, au niveau de la tête, la note sortira pas comme il faut. Puis c'est encore, quand t'es sur une scène, il faut que tu exagères ça pour être capable de pouvoir projeter et avoir une bonne définition. Si tu vas faire du studio d'enregistrement, là, c'est encore plus, faut que tu sois encore plus positionné. Parce que là, ce qui arrive, c'est que quand la voix, elle passe dans les... il fait le mix. Dans le mix, on perd encore de définition vocale. Okay. C'est pour ça qu'il faut toujours en mettre un peu plus en studio. Donc, ça c'est encore une autre technique, d'autres techniques. Fait que là, on est comme dans... Fait que ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup d'affaires. On a la technique de base pour chanter. OK? On a les techniques de scène, puis on a les techniques de studio aussi. Fait que ça en fait beaucoup de contenu, là. Ouais. Je vois beaucoup, surtout aujourd'hui, on voit de plus en plus des artistes qui sont au niveau professionnel et à un moment donné, qui décident de s'en aller indépendant. Est-ce que c'est une bonne chose pour un chanteur de s'en aller du côté indépendant?
ou est-ce qu'il est mieux de se trouver peut-être une compagnie qui va le soutenir? Est-ce qu'il y a plus de facilité d'un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'il y a plus de liberté d'un côté ou de l'autre? Ben, je te dirais que, bon, indépendant, c'est sûr que tu as plus de liberté de choix. Quand tu es avec une compagnie, tu n'as pas une compagnie, quand tu es avec une compagnie puis que tu as un manager, comme on dit, un gérant, oui, tu as droit de parole, mais pas beaucoup. Okay. Tu deviens comme un produit de l'industrie. Et là, d'habitude, c'est des contrats de 5 ans. Je ne sais pas s'ils en font encore de 5 ans. Des fois, c'est moins que ça. Fait que pendant tant d'années, tu es comme pris pour être dans cette industrie-là. Fait que tu n'as pas le choix ben. Sûr, même, ils ont le droit de dire que telle affaire, ils veulent pas ça dans tes compos, dans tes compositions. Ils ont plus de droits. Fait que quelqu'un qui décide de s'en aller plus indépendant, c'est justement pour avoir un peu plus de liberté. Ça, c'est certain. Bon, c'est sûr qu'au niveau monétaire, d'être indépendant, c'est un peu plus difficile. Mais ça dépend de l'artiste. Tu veux-tu faire de l'argent ou tu veux être content de ton art? Ouais. Tu sais, c'est ça. Ça dépend des individus. À travers le chant, et moi, c'est peut-être quelque chose que je trouvais très intéressant quand on a commencé à se parler ensemble. Vous m'aviez dit que le chant, pour vous, bon, c'était la base, mais ça vous a permis aussi d'aller aider des gens dans votre entourage, que ce soit au niveau de la parole pour des gens qui ont des problèmes de diction, ou aussi à parler ou aider des gens justement à communiquer comme des sourds ou encore des gens qui ont souffert d'un AVC puis que justement ils doivent réapprendre à parler. Parlez-nous un petit peu de ça. Ben, c'est sûr que le chant, ça aide énormément pour, disons, quand on a eu un AVC ou on a eu des gens qui ont des cancers d'œsophage, des cancers de la langue ou ceux qui ont des nodules. Ça aide énormément à suppléer les cordes vocales. Parce que parler, c'est plus difficile que chanter. Parler, c'est plus dur pour la voix que chanter. Ah oui, ça, je savais pas. Oui. Parler, c'est plus dur pour la voix parce que souvent, quand on parle, notre voix est saccadée. Hein? Quand on parle, on est saccadé. Si on a de l'émotion forte, on va parler plus fort. Si on se retrouve devant un public parce que, disons, il faut animer, être dans une école puis parler devant des étudiants, il faut parler plus fort. Ben là, tu sais, ça, c'est plus dur pour la voix. D'ailleurs, chanter quand on a j'ai déjà entendu dire que des gens qui souffrent de bégaiement, des fois, pour régler ce problème-là, ils vont chanter puis ça va les aider parce qu'ils n'auront pas ce problème-là. Oui, parce que chanter pour quelqu'un qui bégaye, souvent les personnes, moi j'ai eu des personnes qui ont souffert de bégaiement, puis chanter pour eux autres, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussitôt qu'ils arrêtent. Parce que dans la tête de quelqu'un qui bégaye, les mots vont plus vite que l'acte de la parole. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il y a un bégaiement. Mais quand tu chantes, c'est plus souple. Il faut que tu suives une musique. Fait que tu sais, c'est plus facile. Le chemin est plus facile. Fait que c'est certain que la parole, là, des fois, là, quand on parle beaucoup, là, à la fin de la journée, on n'est plus capable de dire un mot. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est saccadé. Fait que c'est plus dur pour la voix de parler que de chanter. Fait que c'est certain que quand les gens viennent, disons, qui ont eu des accidents avec leur voix, ben c'est plus facile de les aider pour la parole à pouvoir se refaire une voix. Moi, j'ai des exemples d'un sourd qui justement entendait pas, puis qu'on a réussi à l'aider avec son langage. J'ai eu une personne aussi qui à la naissance, elle a manqué d'air, fait qu'elle était pas capable de faire aucune liaison. Puis depuis qu'elle a chanté, moi je l'ai encore en cours de temps en temps. Maintenant, elle parle. Moi, je la vois vraiment comme un bel exemple de courage. Puis je suis pas gênée de le dire, c'est ma petite Véronique. Beaucoup de courage. Écoute, elle a commencé à chanter. J'ai commencé à faire chanter le Haut-Canada Capella, mot par mot, syllabe par syllabe. Puis
je me disais, elle va finir par être découragée, pas du tout. Puis aujourd'hui, elle parle, elle est capable de faire ses liaisons. Avant, je comprenais pas du tout qu'est-ce qu'elle disait. J'ai un monsieur aussi qui, lui, avait des nodules depuis 20 ans, se faisait opérer toutes les années. Il parlait comme s'il y avait une extension de voix. Ben, on a trouvé des exercices adaptés pour lui, puis à ce temps, il se fait opérer pour les cordes vocales. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que le chant, comme je dis, ça a un côté spirituel aussi, puis ça a un côté aussi de nous apaiser intérieurement. Parce que quand on a des problèmes on a des problèmes au niveau du langage ou du parler, ben on devient comme dans un état stressé, dans un état nerveux. Tu sais, comme moi, mon père, je vais dire, mon père, c'est un homme c'est un chanteur, mon père, puis il a eu un cancer de la gorge puis de la langue, puis il avait beaucoup peur de être capable de reparler. Puis je l'ai aidé aussi avec des exercices qui fait qu'aujourd'hui, il est quand même capable de parler, puis il est quand même capable de chanter maintenant. Puis même les docteurs, ils en reviennent pas. Ils disent, mon Dieu, il y a bien du monde qui aurait pu être capable de parler aujourd'hui, hein. Puis il y a eu beaucoup de radio puis de chimio, là. Fait que ça, c'est des affaires qui se règlent avec le chant. Mais il faut quand même être patient, puis il faut quand même aussi avoir, c'est ça, la patience de faire des choses. Parce que c'est sûr que c'est ardu. C'est ardu, mais par contre, ça se fait très bien. Il faut prendre ça comme un plaisir. Il faut pas prendre ça comme une grosse job, là, que ça va être dur, là. Et puis là, à partir de ce moment-là, on sauve, puis ça va bien, là, ça va mieux. Ouais. Et ça prouve à quel point que le chant est important dans notre existence. Oui, puis même, moi, j'ai eu des étudiantes et des étudiants qui ont eu des agressions aussi, des chocs post-traumatiques, toutes sortes d'affaires, là. Puis parce que veut pas, là, il y a en chant, j'ai des personnes, moi, je fais aussi à travers ça de la musicothérapie, parce que moi, j'ai déjà fait aussi, j'ai déjà donné des cours de musicothérapie pour les personnes atteintes de cancer. C'est quoi exactement, si vous me permettez? Je m'excuse. C'est quoi exactement la musicothérapie? Ben, la musicothérapie, c'est à partir de la musique, on provoque des émotions, OK, pour que les personnes puissent se libérer. Okay. Je vais mettre ça court, là, parce que c'est plus que ça. Mais c'est à la base, c'est ça, à la base. Fait que on y va avec une chanson, exemple, la personne, bon, tu sais, comme moi, en cours de chant, j'en fais avec certaines personnes. On part avec une chanson, la personne, ça vient la chercher dans telle affaire de sa vie, puis là, on travaille là-dessus. Tu sais, qu'est-ce que ça vient chercher? C'est quoi ça provoque comme souvenir? Puis souvent, la personne, il faut qu'elle pleure sa chanson. Elle pleure sa chanson, puis à un moment donné, elle la pleure plus, puis à un moment donné, c'est le jour qu'elle la pleure plus que là, elle a passé à d'autres choses. Parce que c'est pas juste, la musicothérapie, c'est pas nécessairement de parler, mais c'est de laisser aller. C'est un lâcher-prise. Puis dans la musique, il y a des vibrations, puis dans ces vibrations-là, se cache du non-verbal. Les gens, ils mettent on va dire je vais mettre des cellules. Les gens mettent dans la musique, dans ces ondes-là, des petites cellules, puis dans ces petites cellules-là, c'est renfermé un paquet de petites émotions. Des fois, puis des fois, tu peux retrouver un gros morceau d'émotion. Fait que, à travers ça, on est capable, des fois, de déterminer comment la personne, elle peut se libérer de chocs post-traumatiques ou d'agressions qu'elle a eues, ou des choses comme ça. Fait que moi, mes cours que je donne sont adaptés à chaque personne. J'ai pas juste des gens qui viennent ici parce qu'ils veulent avoir une belle voix, qui veulent être bien haute sur une scène. J'ai des gens aussi qui veulent se libérer de choses qui traînent avec eux. Fait que c'est ça, moi, ma méthode est bien différente des autres. Moi, je suis pas axée juste sur le chant. Moi, je suis comme un docteur de la voix. Je vais l'appeler de même, là, mais un docteur de la voix et des émotions. Parce qu'à travers tout ça, à travers la musique, oui? Oui, vous êtes une genre de psychologue. Ben ouais, je peux pas dire que je suis psychologue parce que j'ai pas Non, mais... Moi, dans ma vie, j'ai été intervenante en délinquance. Là. Ça, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais disons que ça me sert aujourd'hui, là, mais je suis pas psychologue, j'ai pas de diplôme de psychologue.
Par contre, moi, c'est la vie aussi, puis avec toutes les expériences de vie qui fait qu'à quelque part, j'ai adapté mes cours à différents types de personnes. Puis que j'ouvre ma porte autant aux gens qui ont du talent, à autant des gens qui, nécessairement, c'est pas, ils viennent pas parce qu'ils veulent faire des Céline Dion dans leur vie, là. Ils veulent simplement devenir eux-mêmes. Ça, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est la beauté de la musique, ça. C'est la beauté de chanter, ça. Ah ben oui, c'est sûr. D'apprendre à devenir soi-même à travers ça. S'il y a des gens qui voudraient prendre des cours ou qui aimeraient ça vous contacter, est-ce qu'on a une adresse Facebook, une adresse Internet avec laquelle les gens peuvent communiquer? Ben, c'est sûr qu'on peut communiquer avec moi par Facebook, par ma page Cours de chant Trouve ta voix. J'ai aussi mon site web debourget.com. Mais en général, là, je réponds beaucoup par Messenger, aussi à mon nom, Nathalie Debourget, aussi sur Facebook. Parfait. Je suis sur tous les réseaux sociaux inimaginables. Ben, vous êtes à la fine pointe de la technologie, là. Hein? Vous êtes à la fine pointe de la technologie, Nathalie. Vous n'avez pas le choix. J'ai pas le choix, c'est le même. Même TikTok, là, à un moment donné, j'entends « Oh, TikTok, bon, faut que j'y aille sur TikTok. » Tu sais, j'ai pas le choix. C'est parce que c'est le même qu'on découvre aussi, hein, des nouvelles affaires, c'est le même qu'on se garde à jour. Exactement. Nathalie, une dernière question. Elle est très importante, elle est même existentielle. Y a-t-il quelque chose à faire avec moi? J'essaie de chanter dans ma douche, mais ma blonde et mon chat sont pas capables de supporter mon chant qui semble être si mauvais qu'ils vont fuir la résidence quand je vais commencer à extérioriser mon talent de chanteur improvisé. Y a-t-il quelque chose à faire pour moi là-dessus? Ben là, Christophe, il va falloir que tu viennes faire une analyse de voix ici, parce que le premier cours, c'est ça. Puis là, je vais pouvoir te le dire. À moins que tu veuilles me chanter une chanson en direct. Je crois pas. Je pense que je vais sauver à mes auditeurs leurs petites oreilles et me contenter de faire ça en privé. Nathalie. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, Christophe. Pas du tout. Tu peux chanter tout ce que tu veux. Oh, je suis sûr qu'on a vu des rouges puis des pas mûrs. Nathalie, un gros merci du temps que vous nous avez alloué aujourd'hui. Et puis, je suis à peu près certain qu'à un moment donné, on trouvera bien quelque chose d'autre dont on pourra parler. Je trouve que c'est super intéressant comme sujet de conversation. Et en plus, ce qui est vraiment plaisant, c'est que les gens ont appris aujourd'hui que le chant, c'est pas juste chanter. Ça amène à bien d'autres choses qui sont aussi et même peut-être même plus importantes dans nos vies personnelles, où est-ce qu'on est capable de se servir du chant comme justement porte de sortie pour sortir de problèmes là, personnels assez importants. Oui, moi j'appelle ça un instrument de guérison. Et quel bel instrument. Nathalie Debourget, oui. Merci beaucoup. Et pour les gens, pour l'adresse des sites Internet que Nathalie nous a donné, je vais tout mettre ça sur la page Facebook. Donc, vous pourrez aller directement sur la page de Fantastica pour avoir tout ça et entrer en communication avec Madame Debourget. Nathalie, merci beaucoup encore et puis on se dit peut-être à une prochaine fois. Ben, ça m'a fait extrêmement plaisir, Christophe. T'es très gentil. Puis j'espère que à travers cette entrevue-là, les gens vont avoir appris quelque chose de positif. Bonne fin de journée, Nathalie. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.